Et si la personne que vous pensez être n'existait pas vraiment? La vérité dérangeante est que la conscience de soi, fondement de l'intelligence émotionnelle et de la croissance personnelle, est souvent une illusion, fracturée par des angles morts dont nous ignorons même l'existence. Ces recoins cachés de la psyché sont façonnés par les biais, le déni et les masques que nous portons pour répondre aux attentes sociales, faisant de nous des étrangers à nous-mêmes. Pour découvrir le vrai vous, nous devons examiner les barrières qui obscurcissent la connaissance de soi. En nous appuyant sur le modèle de la fenêtre de Johari, la théorie de la dissonance cognitive et la psychologie contemporaine, nous explorerons les angles morts critiques qui déforment votre perception de vous-même et comment les dépasser. La fenêtre de Johari sert de miroir psychologique puissant, reflétant à la fois ce que nous voyons en nous et ce qui reste caché dans les ombres de notre conscience. Développé par les psychologues Joseph Luft et Harrington Ingham, ce modèle divise la connaissance de soi en 4 cadrans dynamiques qui interagissent et évoluent tout au long de notre vie. Le moi public représente notre conscience, les traits, comportements et sentiments que nous partageons volontiers avec le monde. C'est l'espace où vit l'authenticité, où nos expressions extérieures s'alignent sur notre réalité intérieure. À l'inverse, le moi caché contient tout ce que nous choisissons de dissimuler ou nos peurs privées, nos souvenirs honteux ou nos désirs inexprimés. Ce sont les parties que nous réprimons activement, souvent par peur du jugement ou de la vulnérabilité. Le moi aveugle détient peut-être la vérité la plus humiliante, des aspects de nous-mêmes évidents pour les autres mais invisibles pour nous. Il peut s'agir de tics nerveux, de réactions défensives ou de schémas inconscients dans les relations que les autres remarquent immédiatement alors que nous restons inconscients. Le plus mystérieux est le moi inconnu, le vaste territoire de notre inconscient contenant des souvenirs refoulés, un potentiel inexploité et des prédispositions innées que nous n'avons pas encore découvertes. Ce cadran explique pourquoi nous nous surprenons parfois dans des moments de crise ou de créativité, accédant à des profondeurs dont nous ignorions l'existence. Les 5 angles morts que nous examinerons habitent principalement les cadrans aveugles et cachés, bien que leurs racines s'étendent souvent dans l'inconnu, les rendant particulièrement résistants à une simple introspection. La dissonance cognitive crée l'un des angles morts les plus persistants et pernicieux de notre paysage psychologique. Cet inconfort mental survient lorsque nous avons 2 croyances contradictoires ou lorsque nos actions entrent en conflit avec nos valeurs affichées. L'esprit humain détecte une telle incohérence et fera des efforts remarquables pour la résoudre, souvent par l'auto-tromperie plutôt que par un changement authentique. Pensez à l'activiste environnemental qui prend souvent l'avion pour des vacances, ou aux parents qui prêchent l'honnêteté mais mentent pour éviter des obligations sociales. Ces contradictions créent une tension psychologique que nous résolvons généralement de 3 manières. Nous changeons notre comportement pour qu'il corresponde à nos croyances, l'option la plus saine, nous modifions nos croyances pour justifier notre comportement, tout le monde le fait, ou nous trouvons des moyens de minimiser l'incohérence, ce n'est qu'une fois. Le plus souvent, nous choisissons la voie de la moindre résistance, la rationalisation. Nous nous racontons des histoires qui préservent notre image de nous-mêmes comme des personnes cohérentes et morales tout en nous permettant de poursuivre des comportements confortables mais contradictoires. La résolution nécessite ce que les psychologues appellent un réalignement cognitif, examiner délibérément nos justifications avec une honnêteté impitoyable. Cela peut impliquer de tenir un journal des rationalisations où nous documentons nos excuses, ou d'appliquer une règle des 24 heures avant de nous permettre de justifier des actions douteuses. Le gain est substantiel. En réduisant les contradictions internes, nous gagnons en clarté, réduisons l'anxiété et développons une intégrité authentique là où il n'y avait auparavant que son apparence. Le moi aveugle représente l'une des lacunes les plus humiliantes dans notre connaissance de nous-mêmes, les aspects de notre personnalité et de notre comportement évidents pour tous sauf pour nous. Ces angles morts se forment à travers une tempête parfaite de facteurs psychologiques. La tendance naturelle de notre cerveau à filtrer les informations qui contredisent notre image de nous-mêmes, les normes sociales qui découragent les retours honnêtes et nos propres mécanismes de défense qui nous protègent des vérités inconfortables. Les manifestations courantes incluent des tics de langage dont nous n'avons pas conscience, comme des mots de remplissage ou interrompre les autres, un langage corporel qui transmet des messages que nous ne voulons pas envoyer, posture fermée alors que nous nous sentons ouverts, ou des trahisons émotionnelles qui révèlent nos véritables sentiments, rire nerveux dans des moments sérieux. Plus significativement, nous pourrions être aveugles à la façon dont nous affectons les autres, le collègue qui pense être utile mais semble condescendant, ou l'ami qui croit écouter mais domine en réalité chaque conversation. Développer une conscience de notre moi aveugle nécessite de créer ce que la psychologue Tasha Eurich appelle une culture des critiques bienveillants, des personnes qui tiennent assez à nous pour être honnêtes et en qui nous avons suffisamment confiance pour entendre leurs observations sans nous mettre sur la défensive. Des outils structurés comme les feedbacks à 360 degrés peuvent aider, tout comme des pratiques simples comme s'enregistrer occasionnellement lors de conversations ou demander après une réunion.
Comment suis-je apparu dans cette interaction? Le but n'est pas d'obséder sur les perceptions des autres, mais d'intégrer des données externes précieuses dans notre concept de soi. Dès notre naissance, on nous attribue des rôles d'enfants, étudiants, frères, sœurs, et en grandissant, nous en accumulons davantage. Professionnels, partenaires, parents, amis. Ces rôles fournissent une structure nécessaire aux interactions sociales, mais des problèmes surviennent lorsque nous nous suridentifions à eux, confondant le costume avec l'acteur. Le cadre qui ne peut séparer sa valeur personnelle de son titre professionnel, l'aidant qui perd son identité au service des autres, ou le rebelle qui maintient une position oppositionnelle longtemps après qu'elle lui soit utile, tous sont piégés dans ce que les psychologues appellent la captivité des rôles. Le concept de persona de Carl Jung explique bien ce phénomène. La persona est le masque que nous présentons au monde nécessaire au fonctionnement social, mais dangereux lorsqu'il devient notre seule identité. Nous voyons cela dans les crises de la quarantaine lorsque les gens réalisent qu'ils ont vécu selon le scénario de quelqu'un d'autre, ou dans la dépression post-retraite lorsque le travail constituait toute leur identité. Même les rôles positifs peuvent devenir des prisons s'ils limitent notre capacité à accéder à d'autres aspects de nous-mêmes. Pour s'en libérer, il faut un audit conscient des rôles. Lesquels de ces identités me reflètent vraiment, et lesquels ai-je simplement hérité ou adopté sans question? Des pratiques comme imaginer sa vie sans certains rôles, ou expérimenter de nouvelles façons d'être dans des environnements sûrs peuvent aider. Le but n'est pas de rejeter les rôles mais de s'y rapporter consciemment, de les porter plutôt que d'être porté par eux. Sous la surface de notre conscience se trouve tout un écosystème d'émotions et de pulsions que nous avons réprimées, ce que Freud appelait l'inconscient dynamique. Il ne s'agit pas seulement de pensées oubliées, mais de matériel activement refoulé qui continue d'influencer notre comportement à notre insu. Un homme élevé en croyant que les garçons ne pleurent pas pourrait perdre contact avec sa tristesse jusqu'à ce qu'elle émerge comme une irritabilité inexpliquée. Une femme à qui on a appris que la colère n'est pas féminine pourrait voir sa rage refoulée fuiter sous forme de comportements passifs-agressifs. Les mécanismes de refoulement sont sophistiqués. Nous pourrions intellectualiser les émotions, parler des sentiments au lieu de les ressentir, les déplacer, crier sur notre partenaire alors que nous sommes en réalité en colère contre notre patron, ou les somatiser, développer des maux de tête ou des problèmes d'estomac sans cause médicale. Ces défenses ont une fonction importante, elles nous protègent d'une douleur accablante, mais au prix de la conscience de soi et d'une vie authentique. Accéder à ce matériel caché nécessite de créer des conditions où nos défenses peuvent se relâcher. Cela peut signifier des approches corporelles comme se concentrer sur les sensations physiques qui accompagnent les émotions, des arts expressifs qui contournent nos senseurs verbaux, ou des modalités thérapeutiques qui nous aident à tolérer des sentiments auparavant insupportables. En réintégrant ces parties reniées, nous découvrons que ce que nous craignons nous détruirait nous rend en réalité plus entiers. Le moi inconnu représente la couche la plus profonde et mystérieuse de notre psyché ou des aspects de nous-mêmes que ni nous ni les autres ne percevons facilement. Cela inclut non seulement ce que nous avons refoulé, mais aussi des potentiels que nous n'avons jamais actualisés, des instincts que nous n'avons jamais accessibles et des biais dont nous ne réalisons pas qu'ils façonnent nos perceptions. Les neurosciences modernes suggèrent que jusqu'à 95% de notre activité mentale se produit en dehors de la conscience, ce qui signifie que la plupart de ce qui nous motive reste caché même à nous-mêmes. Le concept d'ombre de Jung décrit ces parties rejetées de nous-mêmes que nous avons désavouées ou notre capacité à l'égoïsme, la cruauté ou le désir que nous projetons ensuite sur les autres. Une personne qui juge violemment la paresse des autres pourrait combattre son propre besoin refoulé de repos. La recherche contemporaine sur les biais implicites montre comment nous associons automatiquement certains groupes à des traits positifs ou négatifs sans conscience, affectant des décisions que nous croyons entièrement rationnelles. Explorer le moi inconnu nécessite de créer des conditions où l'inconscient peut se révéler en sécurité. Cela peut impliquer d'analyser des rêves récurrents, la voie royale vers l'inconscient, de pratiquer des dialogues d'imagination active, ou de prêter attention aux lapsus et fortes réactions émotionnelles envers autrui qui peuvent indiquer une projection. Le but n'est pas de pathologiser mais d'intégrer ou de retrouver notre intégrité en éclairant ces dimensions cachées du soi. Le voyage à travers ces 5 angles morts révèle une vérité inconfortable. Nous sommes tous des narrateurs peu fiables de nos propres vies. La fenêtre de Johari nous montre que la conscience de soi n'est pas un état fixe mais une négociation constante entre ce que nous savons, ce que nous cachons et ce que nous avons encore à découvrir. La dissonance cognitive déforme notre perception de nous-mêmes, le moi aveugle cache nos défauts les plus évidents, les masques de rôle nous confinent à des identités empruntées, les émotions refoulées tirent nos ficelles depuis l'ombre, et le moi inconnu détient des profondeurs que nous avons à peine commencé à explorer. Pourtant, ce n'est pas une raison pour désespérer, c'est une invitation. Bien que nous ne puissions jamais éliminer complètement les angles morts, nous pouvons les réduire grâce à des efforts délibérés, chercher des retours honnêtes,
questionner nos propres récits et affronter des vérités inconfortables avec curiosité plutôt que jugement. Les outils sont disponibles, l'honnêteté radicale envers soi-même, le travail sur l'ombre, les audits de rôle et l'introspection courageuse. Mais ils exigent quelque chose de plus précieux que le temps, la volonté. Le voyage vers la connaissance de soi est sans fin, mais chaque angle mort que vous découvrez vous rapproche de l'authenticité. Chaque révélation, aussi déstabilisante soit-elle, est un pas vers un soi qui n'a pas besoin de se cacher. Alors, qui êtes-vous vraiment quand personne ne regarde et que le masque tombe? La réponse ne se trouve pas dans ce que vous savez déjà, mais dans le courage d'explorer ce que vous ignorez. Le miroir vous attend. Allez-vous regarder?